Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. À la première page de ce journal, un rendez-vous qui vous est proposé par Pierre Desgroupes, ce soir à 19h45 sur la première chaîne et à 20h sur la deuxième chaîne, un rendez-vous pour assister à un entretien que notre directeur aura avec le Premier ministre, monsieur Jacques Chaban-Delmas. Au cours de cette interview, le Premier ministre abordera tous les problèmes politiques, économiques et sociaux qui se posent au pays à l'heure actuelle. Le Premier ministre évoquera certainement le débat qui a lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale sur le projet de loi déposé l'an dernier par le garde des Sceaux, M. René Pleven, un projet de loi sur l'autorité parentale qui fait disparaître de notre Code civil le terme de pater familias. Si ce projet est adopté, et il le sera certainement très cet après-midi, la femme sera désormais l'égale de l'homme dans les responsabilités de la direction du ménage et de l'éducation des enfants. Discussion passionnante donc cet après-midi à l'Assemblée nationale, une discussion entachée cependant de la mort de Madame Jeannette Prin. Au moment où les téléspectateurs de la deuxième chaîne assistaient hier soir à l'émission La parole est à l'Assemblée nationale, Madame Jeannette Prin, qui avait participé à cette émission, était victime d'un accident de la circulation à Tienne-Brom, dans le Pas-de-Calais, sur la route de Béthune à Boulogne. Madame Prin avait 63 ans et elle était députée du Pas-de-Calais, députée communiste du Pas-de-Calais, depuis 1951. Je vous propose de revoir et de réentendre Madame Prin dans un bref extrait de cette émission. Dès la rentrée, l'Assemblée va discuter de notre proposition de loi sur l'autorité parentale, c'est-à-dire de l'égalité entre le père et la mère dans la direction de la famille. Je crois qu'il faut souligner, cela représente 15 ans d'efforts de notre groupe. Un des aspects de ce problème, un des aspects qui va être certainement évoqué cet après-midi, intéresse la garde des enfants et tous les problèmes qui en découlent. Et une illustration de ce problème assez délicat de la garde des enfants, c'est l'affaire du petit Laurent Douguet, enlevé, vous vous en souvenez peut-être, samedi dernier par son père adoptif, le docteur Sozo, et qui a été retrouvé cette nuit vers 3 heures du matin à Marennes, au domicile de ce même docteur Sozo. Deuxième titre, au chapitre des informations générales, on reparle des bandits qui avaient transformé la semaine dernière à Villefranche-sur-Mer un hôtel en place forte et qui avaient réussi à s'échapper après avoir retenu en otage pendant plus de 30 heures 4 touristes. Ces bandits, eh bien, ils étaient traqués par la police depuis cet épisode rocambolesque et cette nuit, ils ont été repérés à Lyon par les policiers de la Sûreté lyonnaise. Il s'en est suivi une fusillade entre les bandits et les policiers qui leur avaient tendu cette embuscade. 2 des bandits, Maurice Sorini et Israël Lévy, ont réussi à s'échapper, tandis que 2 de leurs complices tombaient dans les mains des policiers. Bilan de cette soirée mouvementée, 2 blessés, un policier et un passant, et certainement des heures de liberté très comptées pour les 2 malfaiteurs. À l'étranger, aujourd'hui encore, ce sont les réactions après l'assassinat du comte von Spreti qui retiennent l'attention. L'assassinat de l'ambassadeur d'Allemagne fédérale au Guatemala a soulevé, vous vous en doutez, une émotion considérable dans toutes les chancelleries et, on doit le dire, la réprobation est unanime à l'égard du commando des révolutionnaires qui ont enlevé et assassiné l'ambassadeur von Spreti. Et ce, quelles que soient les critiques qui ont été adressées ici et là au gouvernement guatémaltèque devant l'attitude prise par ce gouvernement guatémaltèque dans le développement de l'affaire. Un commentaire de Gérard Sebag. C'est à 17 km de la capitale guatémaltèque, dans une maison en ruine, que le comte Karl von Spreti a été retrouvé, un mince filet de sang coulé de sa blessure à la tempe, et il tenait ses lunettes à la main. Dès l'annonce de l'enlèvement du diplomate, sa femme, qui se trouvait en vacances en Europe, s'est aussitôt rendue au Guatemala, mais hélas trop tard, la comtesse Elena Sabrina von Spreti ne put que reconnaître le corps de son mari. Madame von Spreti a reçu les condoléances du ministre des Affaires étrangères guatémaltèque, M. Alberto Fuentes Mor. Au début de l'affaire, le gouvernement allemand avait aussitôt envoyé un autre diplomate, M. Hans Hopp, qui a fait part au gouvernement du Guatemala de sa décision de fermer son ambassade à titre de représailles. Quant au président de la République, M. Julio César, il a exprimé ses regrets au gouvernement d'Allemagne fédérale et il a qualifié de vil assassinat la mort de M. von Spreti, affirmant aussi que son gouvernement avait fait tout son possible pour trouver une solution satisfaisante. Quant à M. Willy Brandt, le chancelier allemand, en voyage aux États-Unis, il a fait part de son indignation, mais il a démenti les bruits qui avaient couru sur un retour précipité à Bonn.
Aux États-Unis, un avion de la compagnie américaine TWA qui assurait la liaison San Francisco-Pittsburgh a failli être détourné en plein vol. Failli seulement car l'homme qui avait pénétré dans la cabine de pilotage, revolver en main, a été désarmé par les membres de l'équipage et remis à la descente de l'avion à Pittsburgh à la police. Le ministre britannique de la Défense, M. Denis Healey, est arrivé hier soir à Paris. Il s'est entretenu ce matin, il s'entretiendra cet après-midi avec M. Michel Debré de tous les problèmes posés par la défense européenne. Les deux ministres ont évoqué, ils évoqueront à nouveau cet après-midi, la coopération britannique dans divers projets de construction militaire, notamment le missile Martel, l'avion de combat Jaguar et 3 programmes de construction d'hélicoptères. M. Healey regagnera Londres cet après-midi. Échange de bons procédés, M. François-Xavier Ortoli est à Londres depuis hier. Il s'entretient aujourd'hui avec son homologue britannique de la coopération entre les deux pays dans le domaine spatial, scientifique et technique. Hier, le Sénat américain a approuvé la nomination officielle de M. Arthur Watson comme ambassadeur des États-Unis en France. M. Watson remplacera ainsi M. Sargent Shriver. Hier également, Maurice Werther a rencontré à Paris un Américain bien tranquille, M. Morton, président du Parti républicain. Vous allez voir, c'est une très brillante leçon sur la politique intérieure américaine. Réception au Cercle interallié à Paris. Le président du Parti républicain des États-Unis, le parti au pouvoir, le parti auquel appartient le président Nixon, le chef du Parti républicain donc, recevait la fine fleur républicaine de la colonie américaine à Paris. M. Morton vient organiser les divers comités du Parti républicain en France et en Europe, de façon à être prêt pour chaque élection, il y en a, vous le savez, tous les 2 ans aux États-Unis, à être prêt à rameuter les voix des électeurs en faveur des candidats républicains. Et ça vaut la peine, nous dit M. Emmett, vice-président du comité républicain de Paris. Le calcul est difficile à faire, mais si vous comptez les soldats et leurs dépendants, vous avez en Europe, grosso modo, 1 million de personnes. En France, quelques dizaines de milliers, pas plus. Mais d'un autre côté, ce sont des personnes qui, de par leur position, ont une certaine influence et surtout ont certains moyens et donc peuvent contribuer. Parce que dans la politique aux États-Unis, il est aussi très important d'avoir de l'argent pour faire marcher les campagnes électorales. M. Morton, en bon époux américain, est accompagné de sa femme, qui l'assiste dans cette tâche, mais qui a quand même profité de sa rapide visite dans notre ville pour oublier un moment les soucis de la politique. Oh, j'ai un jour magnifique à Paris. J'ai pris le déjeuner chez Maxime et après ça, je suis allée chez Givenchy pour voir la collection et c'est absolument magnifique. Est-ce que vous avez acheté une robe ou des robes? Non, non, malheureusement. Ce n'est pas possible. Pourquoi? C'est trop cher? Non, oui, c'est trop cher et aussi je départ demain. Cela dit, c'est avec la meilleure grâce du monde que M. Morton répond à quelques-unes de nos questions. Non, dit M. Morton, je ne pense pas que le président Nixon nous laisse entraîner dans une guerre étendue au Cambodge. Il y a actuellement d'importantes conversations engagées entre le gouvernement français et le gouvernement américain sur cette affaire. Je ne voudrais pas gêner ces conversations, mais je peux dire que je suis très heureux qu'elles aient lieu. Je suis sûr que nos deux pays peuvent faire œuvre utile. Le problème numéro 1 aux États-Unis, c'est l'environnement, la conservation de la nature, la lutte contre la pollution, l'utilisation des ressources naturelles. C'est une affaire à long terme. Mais à court terme, aux États-Unis, le problème numéro 1, c'est le crime et la drogue. En France, dans le domaine économique et social, il faut mentionner cet après-midi la rencontre entre M. Georges Segui, le secrétaire général de la CGT, et M. Eugène Descamps, le secrétaire général de la CFDT. M. Eugène Descamps et M. Segui se rendra au siège de la CFDT, ils discuteront de la nécessité d'organiser conjointement une journée nationale d'action et de grève, vraisemblablement au cours de la 2e quinzaine du mois d'avril. Des grèves, il y en aura également dans le domaine universitaire. Le SNESUP vient d'annoncer un mot d'ordre de grève de 48 heures pour les 27 et 28 avril, tandis que la FEN, la Fédération de l'éducation nationale,
demande à ses adhérents de se tenir prêts à répondre à tout mot d'ordre d'action. Il n'y avait pas de grève ce matin sur le réseau banlieue de la gare du Nord. Cependant, toute la banlieue nord de la capitale a été privée de train pendant 1h30. Et ce, à la suite de la rupture d'un caténaire. Bilan, plusieurs dizaines de trains de banlieue ont été immobilisés entre 6h et 7h30 ce matin et des milliers de voyageurs sont restés pantois sur les quais des gares. Toujours dans le domaine des transports, mais cette fois des transports maritimes, je vous invite au lancement hier à Saint-Nazaire d'un super pétrolier français, un reportage de notre station de Nantes. Moins de 18 mois après le pétrolier Cassiopée, dernier de la série des 100 000 tonnes, les chantiers de l'Atlantique livrent à la compagnie navale des pétroles le pétrolier Emeraude, le premier de la série des 200 000 tonnes et actuellement le plus gros navire battant pavillon français. La manœuvre de sortie de la forme Jean Bart s'est déroulée hier soir à Saint-Nazaire vers 17h sans incident et malgré le vent qui la rendait difficile. L'Émeraude prend donc la mer pour toute une série d'essais, d'épreuves et de réglages divers. Le navire sera de retour dans quelques jours et c'est alors qu'il gagnera Brest pour être baptisé, après quoi il entreprendra son premier voyage vers le golfe Persique. L'Émeraude est assurément une étape vers les super grands. Une fois encore, les chantiers de l'Atlantique peuvent être fiers de la contribution qu'ils apportent à la construction navale française. Ajournement probable du lancement de l'expérience spatiale Apollo 13. Les médecins de Cap Kennedy attendent en effet les résultats des analyses qu'ils ont faites 3 astronautes, je vous rappelle leurs noms, Lowell, Mattingly et Hayes, qui sont atteints depuis dimanche d'une petite rougeole qui a nom la roséole. Ils attendent les résultats de cette analyse, vraisemblablement on attend ces résultats pour demain matin, pour donner le feu vert au départ de l'expédition. Cinéma, cette nuit à Hollywood seront attribués les Oscars 1970. Beaucoup d'appelés et comme toujours très peu d'élus, Daniel Cazal est allé chercher pour nous les favoris de cette course aux Oscars. Fill your hand, you son of a bitch! Pour l'Oscar du meilleur interprète, un super favori, John Wayne, $100 pour un shérif. Shoot them! They're too far and they're moving too fast. Mais John Wayne, shérif, aura un concurrent sérieux en la personne de Richard Burton, Henry VIII, dans Anne des 100 jours, un film par ailleurs fort bien placé pour la récompense suprême. Autre film favori, Z, de Costa Gavras. Mais aussi Macadam Cowboy, qui vise la meilleure mise en scène et la meilleure interprétation avec Dustin Hoffman et John Voight. Paul Newman et Robert Redford pourraient faire couronner Butch Cassidy et le Kid. Enfin, Hello Dolly, avec Barbara Streisand et Louis Armstrong, a les meilleures chances d'obtenir l'Oscar de la photographie et celui de la comédie musicale. Avant de passer au sport avec Patrick Chapuis, je voudrais vous faire connaître l'homme qui est certainement l'homme le plus vieux du monde. C'est un soviétique, M. Gazanov, et il est né en 1817. À 153 ans, écoutez bien, il se lève tous les jours à 6 heures du matin pour jardiner. Il ne boit pas, il ne fume pas et se nourrit essentiellement de laitage et de légumes. Bref, Patrick Chapuis, c'est un véritable menu de sportif. Je suis presque persuadé aussi que ce monsieur pratique la natation. C'est un sport qui assure une longue vie. Je voulais vous parler de natation.
Michel Rousseau est arrivé aux États-Unis. Vous savez que Michel Rousseau est ce garçon qui a nagé récemment le 100 mètres en 52 secondes 9 dixièmes. C'est un grand espoir. Il est allé aux États-Unis dans l'espoir d'affronter les meilleurs Américains. Il retrouve là-bas Alain Mosconi. Et à partir de demain et surtout de jeudi, il participera au championnat d'Europe, donc je m'excuse, au championnat des États-Unis de natation. Boxe maintenant, Roger Ménétrel, le champion de France des welter, a choisi son prochain adversaire. Il s'agit de Guy Vercouter, qu'il rencontrera le 6 juin pour le titre des welter. Vous vous souvenez que Ménétrel avait conquis ce titre en battant Jean Josselin. Je vous propose maintenant, Jean-Pierre Quittard, de regarder des images de hockey sur glace qui sont assez étonnantes. Vous ne voulez peut-être pas le voir tout de suite, mais les joueurs qui sont sur la glace, malgré leurs énormes équipements, qui en font de forts gaillards, sont des garçons qui ont tous moins de 12 ans. Ce match opposait hier soir à la patinoire de Charenton l'équipe minime des Français volants au redoutable Pee-wee, les Canadiens en maillot clair. Vous savez qu'au Canada, les enfants naissent avec dans leur berceau une crosse de hockey en guise de hochet et que dès l'âge de 7 ans, ils jouent dans une équipe Pee-wee. Pee-wee, c'est, paraît-il, le nom d'un oiseau en langage sioux. L'équipe Pee-wee que nous voyons ici s'appelle la Citadelle de Québec. Il y a dans ses rangs des garçons qui sont de futurs grands professionnels, comme Bobby Orr ou Jean Béliveau, l'idole des Canadiens. Ils n'auront pas de mal à battre les Français sur le score de 8-1, mais c'est vraiment le spectacle qu'il faut regarder. C'est un spectacle extraordinaire. Tous ces joueurs patinent comme des grands, bien protégés par leurs équipements, casqués comme des chevaliers partant pour la croisade, rembourrés de partout. Ils se lancent de toute leur force dans la bagarre. Vous allez voir, il y a parfois des blessés. Mais non, ce n'est pas grave. Il y a du sang, mais ce petit joueur était ce matin à son lycée avec juste quelques égratignures. Philippe Lacarrière, leur entraîneur, nous l'a confirmé, nous précisant qu'un mouvement de jeunes hockeyeurs se développait également en France. Il y a déjà une dizaine de jeunes équipes. Et si vous voulez les voir à l'œuvre, vous pourrez assister samedi prochain à la finale du championnat de France minime qui opposera ces Français volants, que récompense ici M. Lacarrière. Non, ça c'est l'équipe des Pee-wee, je m'excuse. Voilà maintenant des images de Michel Causse qui ont été filmées à Chamonix. Cette fois, ce ne sont plus des Pee-wee, mais des mini Pee-wee, des joueurs encore plus jeunes, des poussins de la glace. Vous n'assistez pas à une version moderne du match David contre Goliath, mais à la rencontre traditionnelle entre les jeunes joueurs de Chamonix et les vétérans du club, ceux qu'on appelle les vieilles crosses. Je ne vous dirai pas que ce fut un match disputé, ce fut une partie très joyeuse, car Chamonix est déjà pratiquement assuré du titre de champion de France. Et sur la glace, vous pouvez lire quelques graffitis, des graffitis qui n'ont rien de contestataire. Vous pouvez lire ici la cage au lion. De quoi s'agit-il? Eh bien, de cette zone interdite aux joueurs qui préserve les officiels contre les coups de crosse. Mais ce match était trop amical pour mal tourner. Et la seule bagarre qui opposa les joueurs, je n'y ai pas assisté, mais il paraît qu'elle opposa les joueurs parce que les enfants voulaient à tout prix conserver les maillots un peu grands que leur avaient prêtés leurs aînés. Il y a eu, nous assure-t-on, un banquet d'après-match, mais les enfants se sont endormis avant le dessert, paraît-il. Tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de vivre aussi vieux que M. Gazanov avec ce sport. Bien, la page féminine de ce journal, nous allons l'ouvrir avec France Guérité. Et vous le savez, le mardi, c'est une page qui est consacrée, je crois, à la chronique juridique. En effet, de nouvelles dispositions ont été prises par la Sécurité sociale à l'égard des assurés. Cette extension de la protection sociale concerne d'une part les artisans, les commerçants, les personnes exerçant une profession libérale. Elle concerne aussi les enfants et les personnes âgées. Christiane Delacroix interroge un avocat à la Cour de Paris à ce sujet. Mettre en régime de protection sociale, une loi nouvelle étend cette protection à 3 catégories de nouveaux assurés sociaux. Mais en fait, d'abord, qu'appelle-t-on la protection sociale ? Mais la protection sociale, c'est une protection qui doit se développer dans le cadre d'une solidarité générale et qui a pour objet de couvrir l'ensemble des risques auxquels chacun d'entre nous est exposé, quelle que soit la profession qu'il exerce. J'entends par là la maladie, petite ou longue, l'invalidité et le décès. Voilà ce qu'il faut entendre par protection sociale. Cette loi date de janvier 70, elle vise spécialement 3 catégories sociales. Les artisans, les commerçants et les professions libérales. Alors, en ce qui les concerne, ceci? Eh bien, en ce qui les concerne, il y avait une protection de la loi de 66 que certains estimaient insuffisante et qui était insuffisante. Alors, on a élargi cette protection. On l'a élargie notamment en couvrant ce qu'on appelle le petit risque qui n'était pas antérieurement couvert, c'est-à-dire la petite maladie ou la moyenne maladie. On l'a élargie également en ce sens qu'on a complété une protection
dont deux catégories sociales plus importantes, celle des enfants d'un côté, celle des personnes âgées de l'autre. Avec cette nouvelle loi, quoi de nouveau en ce qui concerne les enfants et les étudiants? Bien, la coupure qui existait entre l'enfant ayant atteint 14 ans et l'étudiant n'existe plus. Il y avait là une coupure qui peut être de 1 ou 2 années. Elle n'existe plus parce que les enfants étant couverts jusqu'à 16 ans, on peut considérer qu'à 16 ans, ils entrent dans le régime étudiant. Et si par hasard, pour des raisons diverses, ils ne se destinent pas au régime étudiant, ils rentrent dans le régime général de sécurité sociale. Donc il n'y a plus de coupure. Du nouveau aussi à l'égard des personnes âgées? Il y a du nouveau également à l'égard des personnes âgées, car celles-ci sont couvertes, si vous voulez, maintenant à 85%, et j'attire l'attention sur ce point, 85%, en hospitalisation pour les maladies longues et coûteuses, et à 80% pour les autres soins hors hospitalisation. Ils sont également couverts maintenant à 80% pour les appareils de prothèse. Tout cela est un élargissement indiscutable et qui permet à des personnes âgées qui n'avaient aucune protection avant la loi de 66 modifiée 70 d'avoir maintenant une couverture des risques qui est extrêmement importante. Alors encore faut-il qu'ils la fassent valoir, cette couverture. Dans la pratique, il faut qu'ils prennent l'habitude de faire signer la feuille de sécurité sociale à leur médecin, de la faire signer à leur pharmacien, parce que c'est l'élément numéro 1 pour que leur dossier soit ouvert et qu'ils puissent enfin bénéficier de ce régime. Car voyez-vous, cette loi nouvelle crée en réalité une prévoyance obligatoire à des catégories sociales qui jusqu'à présent avaient été insuffisamment prévoyantes ou prévoyantes au stade individuel, c'est-à-dire sans en réalité la participation de la solidarité générale. Voilà l'économie nouvelle du régime, voilà le sens de la loi nouvelle, mais je crois qu'il faut que tous les assurés soient conscients qu'ils ont des droits et qu'ils n'oublient pas de les faire valoir. Vendredi dernier, c'était l'inauguration d'un village de vacances construit par une grande entreprise à l'intention de tous ses employés. C'est une entreprise pas très fréquente, cela mérite d'être signalé. Il est situé à Gassin, dans le Var, et c'est Jean-Pierre Delcadeau qui nous y conduit maintenant. Le village de vacances Le Graffionnier, à quelques kilomètres de Gassin, dans le Var, est la réalisation d'une